Bonjour à tous, bienvenue sur Hebdo Foot, la chaîne qui raconte l'actualité du foot une fois par semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 1, partie 2 de Qui es-tu sur Bernard Tapie. Je tourne, c'est vendredi, la vidéo doit sortir demain. Je sais pas si j'ai eu le temps, donc si j'ai pas eu le temps, je m'en excuse parce que là vraiment, je tourne, j'ai pas été malin, hier j'ai pas tourné en avance. J'ai encore le montage à faire ce soir et demain j'ai une grosse journée. Donc j'aimerais tout finir ce soir, donc je sais pas si ça va être possible. Peut-être c'est sorti dimanche. J'en ai vraiment aucune idée de comment je vais faire. En tout cas, partie 2, merci. On va tout de suite passer à la vidéo, au moins le moins de montage possible à faire. Prochaine vidéo bonus, ce sera le samedi 1er janvier sur les nouveautés de ma chaîne en 2022. Donc jusque là on continuera les hebdo foot. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Donc à vous abonner bien sûr pour ne pas rater cette prochaine vidéo nouveauté. Ça annonce du très lourd et là je suis en train de réfléchir à une nouveauté finalement qui ne va pas avoir lieu. Donc voilà, on peut tout de suite y aller. Let's go. Pour la deuxième partie, parlons des affaires de justice liées au football ou au sport en général. Affaire Adidas, l'opposant au Crédit Lyonnais. À la fin de l'année 1992, Bernard Tapie, devenu ministre, souhaite vendre Adidas pour éviter tout conflit d'intérêts comme le réclame François Mitterrand. Il confie un mandat de vente à la CDBO, filiale du Crédit Lyonnais. Le prix de vente pour Adidas est fixé par Bernard Tapie à un minimum de 2,085 milliards de francs. Le 15 février 1993, Adidas est vendu par la CDBO au prix fixé par l'homme d'affaires. Mais Bernard Tapie est mis en faillite par le Crédit Lyonnais en mars 1994. Bernard Tapie affirme que le Crédit Lyonnais a effectué à son insu un montage opaque par lequel l'établissement bancaire a revendu Adidas à un groupe d'investisseurs, dont 2 sociétés offshore, lui permettant d'engranger une plus-value de 2,6 milliards de francs en cas de redressement d'Adidas. Il accuse le Crédit Lyonnais d'avoir manqué à son obligation de loyauté qui obligeait le Crédit Lyonnais à l'informer du fait qu'il pouvait vendre son affaire plus cher qu'au prix minimum fixé. Tapie accuse également les dirigeants du Crédit Lyonnais, nommés par les socialistes, d'avoir voulu l'éliminer politiquement. En juin 2008, le tribunal arbitral rend une sentence favorable à Bernard Tapie, 243 millions à titre matériel, 115 millions d'euros au titre des intérêts de majoration de préjudice datant de 93 et 45 millions d'euros de préjudice moral, soit 403 millions d'euros au total. Cette affaire a ensuite ressurgi en 2011, 2016, 2017, 2019 et 2021. Affaire VAOM. En juin 1993, alors que Bernard Tapie vient de perdre son poste de ministre et s'apprête à remporter avec son club de football l'Olympique de Marseille, la prestigieuse Ligue des Champions, démarre l'affaire VAOM. Le 22 mai, le club d'Ornis de l'US Valenciennes, qui venait de recevoir l'Olympique de Marseille en championnat 6 jours avant la finale de Ligue des Champions OM AC Milan, a confié l'existence d'une tentative de corruption. Le défenseur valenciennois Jacques Glassman a confié à son entraîneur Poro Primorac et Jean-Jacques Edeli, un joueur de Marseille qui fut auparavant l'un de ses coéquipiers, Jean-Jacques Edeli, un joueur de Marseille qui fut auparavant l'un de ses coéquipiers, l'a contacté par téléphone avant le début de la rencontre, lui promettant une somme d'argent pour lui et 2 autres joueurs valenciennois, Georges Burchaga et Christophe Robert, pour qu'il lève le pied et que les Marseillais arrivent sans blessure à Munich pour la finale de la Ligue des Champions. En parallèle, l'affaire VAOM conduit également son club, l'Olympique de Marseille, à la faillite. En effet, l'OM, comme tous les clubs de football, dispose de contrats d'engagement avec des salaires de ses joueurs sur des durées généralement comprises entre 1 et 5 ans, avec une moyenne de 2 à 3 ans. Les salaires des joueurs représentent l'essentiel des charges d'un club de haut niveau. À la suite de l'affaire VAOM, les instances françaises de football français conseillent à l'UEFA, l'instance européenne du football, de ne pas valider la participation de l'Olympique de Marseille aux coupes internationales, ce qui entraîne un manque à gagner de près de 100 millions de francs dans le budget prévisionnel de l'OM. Les salaires des joueurs ne pouvant pas les
également être baissé en proportion, Bernard Tapie décide de vendre les contrats de certains joueurs. C'est ainsi que la vente de 3 joueurs en cours de saison, Alen Boksic, Marcel Desailly et Paulo Futre. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Parviennent à combler le déficit créé par la privation de compétitions internationales. Par ailleurs, il obtient d'un tribunal suisse, la Suisse étant le siège de l'UEFA, l'annulation de la sanction prise par l'UEFA de priver le club de la Ligue des Champions, de priver le club de Ligue des Champions. Mais l'UEFA menace de suspendre toutes les équipes françaises de football, y compris l'équipe de France, de compétition, si l'OM ne retire pas ses recours juridiques. Noël Le Graët, président de la Ligue, écrit alors une lettre à Bernard Tapie, le suppliant d'accepter la sanction, pourtant initiée par la Ligue. Écrivons notamment « Celui qui a mené le football français si haut ne peut pas être à l'origine de sa chute. Ne souhaitant pas causer des sanctions sur tout le football français, et bien qu'ayant obtenu gain de cause devant la justice suisse, Bernard Tapie choisit de retirer son recours. » Mais toujours en dépôt de bilan, l'OM se voit interdire par la DNCG, présidée par André Soulier, le président du parti républicain dans le Rhône, et adversaire politique déclaré de Bernard Tapie, la remontée en Ligue 1. À la suite de cette décision qu'il juge scandaleuse, Bernard Tapie déclare que tant que je resterai président de l'OM, toutes les décisions relatives au club seront défavorables. Je dois donc partir. Il démissionne de la présidence de l'OM, disant que ce jour est l'un des plus tristes de sa vie. Il fera un rapide retour en 2001, d'abord pour la fin de la saison 2000-2001, où le club, à 4 journées de la fin, est relégable, le stade appelant fréquemment de ses vœux son retour en scandant son nom. À l'appel de son nouveau propriétaire, Robert Louis Derius, Bernard Tapie revient. Et revient et le club finit à la saison à la 15e place, premier non relégable. À l'époque, le championnat était à 18. Bernard Tapie fera la saison suivante en entier en tant que responsable du secteur sportif. Le club progresse de la 15e à la 9e place, mais Bernard Tapie ne souhaite pas poursuivre l'expérience, lassé par une lutte interne violente avec le directeur financier Pierre Dubiton, et par le comportement des joueurs en général qu'il juge très changé. L'affaire VOM n'atteint pas que l'OM, elle se solde en 96 sur une condamnation définitive de Bernard Tapie au titre de la corruption de la subornation de témoins. Il est le seul prévenu de l'affaire à recevoir une peine de prison ferme, 2 ans de 8 mois ferme prononcée en appel. Interrogé en 2009 sur sa singularité avec l'équipe de France, le procureur Éric de Montgolfier déclara devant la caméra « Si ce n'était pas agi de Bernard Tapie, il ne serait pas allé en prison pour cette affaire. Les faits ne le méritaient pas. Il a payé pour d'autres raisons. » Bernard Tapie retourne au monde des affaires en 2002 en investissant jusqu'en 2012. En 2012, Bernard Tapie devient patron de presse, mais en 2013, il doit faire face à la justice belge. Dès qu'il apprend être atteint d'un cancer de l'estomac en juin 2017, Bernard Tapie l'annonce à sa famille. En septembre 2017, il décide de médiatiser sa maladie. Il subit des traitements de chimiothérapie et en janvier 2018, une lourde intervention chirurgicale. La même année, il annonce qu'il souffre d'un double cancer de l'œsophage et de l'estomac. En novembre 2019, il déclare que son cancer s'est étendu aux poumons tout en refusant de se dire en phase terminale. En avril 2001, il évoque avoir également des atteintes aux reins et au cerveau. Bernard Tapie meurt le 3 octobre 2021 à 8h40 dans son hôtel particulier situé au 52 rue des Saints-Pères à Paris, des suites de son cancer métastasé à l'âge de 78 ans. Après cette annonce, des acteurs politiques et sportifs lui rendent hommage, saluant son courage et sa combativité. Une chapelle ardente se tient au milieu de la pelouse du stade Vélodrome. Le 7 octobre, son cercueil y est exposé et près de 50 000 personnes viennent lui rendre hommage. Le lendemain, ses funérailles ont lieu à la cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Marseille. Bernard Tapie est ensuite inhumé au cimetière de Mazargues, situé dans le 7e arrondissement de Marseille. Nous n'avons pas parlé de sa vie privée. Voici un court résumé.
Bernard Tapie épouse en 1964 Michel Layec, avec qui il a une fille, Nathalie, et un fils, Stéphane, animateur, producteur et acteur. En seconde noces, il s'unit le 23 mai 87 à Corfou, en Grèce, à Dominique Mialet-Damianos, d'origine grecque, avec qui il a une fille, Sophie, chanteuse et comédienne, et un fils, Laurent. Il achète l'hôtel de Cavoyer du 52 rue des Saints-Pères, où il mourra après, où il vit avec sa famille. Son frère cadet, Jean-Claude, ancien président du club de handball OM Vitrolles 91-96, est président directeur général de Massilia International. À partir de 99, il réside principalement le week-end dans une résidence secondaire dite Moulin du Breuil, située à Comblaville, Saint-et-Marne. Il achète cette propriété en 2010 à travers une société anglaise. Dans la nuit du 3 au 4 avril, lui et son épouse sont victimes d'un cambriolage de leur domicile à Comblaville. Donc tout à l'heure aussi j'ai dit Comblaville, au cours duquel ils sont violentés et ligotés. Des photographies du couple tuméfié sont ensuite publiées dans la presse. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais pas si vous entendez, il y a un petit bruit parce qu'il y a des travaux. Je devais faire Fourvière, je me suis dit quand même, Qui es-tu? C'est un peu la plus grosse série. Donc non, voilà. Qui es-tu quand même, ouais. Donc voilà, non, ne dites aucun indice sur les nouveautés. Donc vraiment, la vidéo nouveauté va être très très importante parce que... en fait, ma chaîne va être en 3 parties. Il y a eu la première partie de ma chaîne jusqu'à 2022 qui était des hebdo-foot consacrés au hebdo-foot, qui étaient beaucoup d'articles de recherche, enfin des scores, et avec un gros sujet au début. Maintenant, on est passé depuis 3 épisodes à des petits sujets, de petites news, pas besoin de classement que vous pouvez chercher sur Google. Et on a commencé les Qui es-tu. Donc les Qui es-tu, bien sûr, ça va perdurer. On va créer des nouvelles séries comme ça, plus recherchées. Vous pouvez moins chercher sur YouTube. Je travaille dur pour ça. Et donc en 2022, il y aura 7 parties jusqu'à la fin de la saison. Et à la fin de la saison, il y aura encore une vidéo nouveauté pour la saison 2 d'Hebdo Foot. Comment elle sera. Donc je dis saison 2 s'il faut. Il n'y aura même pas de saison 2. Petit indice. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Et nous, on se retrouve donc la semaine... Là, on est quand? On est samedi. Oui, mais je sais pas si on est combien. Si ça sort samedi ou dimanche, on se retrouve mardi. Donc samedi 11 ou dimanche 12 décembre. On se retrouve donc mardi pour de nouvelles news. L'Hebdo Foot épisode 22. À bientôt!